On va passer à la dernière intervenante, Léa Rouchel, qui elle a fait un mémoire sur l'architecture et l'identité du territoire. Donc on va passer après les métiers, après l'histoire, après les institutions avec Patrick et avec Jean-Pierre. On va passer à la phase d'architecture. Je laisse la parole. Merci. Bon, bonsoir déjà. Ça va? Moi ça va. Donc comme Antoine vient de le dire, donc, depuis tout récemment, j'ai terminé mes études d'architecture. Donc dans le cadre du master d'architecture, on nous demande de faire un mémoire de recherche. Donc en et sur l'architecture, comme on dit. Donc ça veut dire proposer un projet d'architecture avec une base théorique. C'est comme ça qu'on l'explique. Et du coup, moi, ma base théorique, elle me venait de l'attachement que j'avais pour ma région d'origine, et donc le Westhoek, donc c'est la Flandre, ma Flandre natale, on va dire. Et alors la question que je me suis posée, c'est plutôt la question de l'architecture et de l'identité, mais territoriale, pas seulement cantonnée à la question de l'architecture, et aussi la place de l'architecte dans la réflexion sur cette identité territoriale et la sauvegarde du patrimoine architectural et paysager. Alors, voilà, donc je présente vraiment succinctement le Westhoek. Donc c'est une région culturelle transfrontalière, commune à la France et à la Belgique, qui n'est donc pas une région administrative. Et donc c'est ça aussi qui fait l'identité de cette région, le fait qu'à un moment il y ait deux cultures différentes, de langages différents, et en même temps des paysages et des architectures qui restent communes aux deux. Et donc la question que je me posais, c'était plutôt comment préserver, sauvegarder cette identité territoriale du Westhoek. Et alors l'idée, avant toute chose, pour préserver cette identité, c'était plutôt de se demander qu'est-ce que c'est finalement que l'identité. L'identité territoriale, certes, mais l'identité même tout court, quoi. Et alors, dans mes recherches, donc j'ai lu des bouquins, quoi, sur la question de l'identité. Et donc il y avait ce livre de Kidimeo dont j'ai extrait une citation qui dit qu'on peut imaginer du coup que l'identité fonctionne socialement comme le moyen de légitimer un groupe, donc une communauté sur un territoire. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment, cette identité, c'est ce qui fait le ciment entre une communauté et son territoire. C'est l'attachement qu'elle va lui porter, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, moi, ce que je voyais dans cette idée-là, c'est qu'à un moment, cet attachement, le fait de vouloir prendre soin du territoire dans lequel on habite, c'est pour moi une opportunité de travail et de projet, quoi. Et alors si on va un petit peu plus loin, l'identité, donc ce serait effectivement ce ciment entre une communauté et un territoire, et en même temps ce lien il serait formalisé, matérialisé par plusieurs choses. Et alors déjà, comme on en a déjà parlé, l'identité ce serait un patrimoine architectural et paysager, mais pas seulement, c'est aussi effectivement une culture historique, locale ou des coutumes. Et puis c'est aussi, et c'est un petit peu ce qui m'a permis de faire un projet d'architecture, c'est avant tout créer des lieux comme ici, des lieux où les échanges et les rencontres sont possibles. Parce que c'est ça qui fabrique à un moment l'attachement qu'on peut avoir à sa communauté et à son territoire. Et donc voilà, l'identité c'est trois choses, donc c'est ce lien, ce ciment qu'on a donc entre la communauté et ce territoire, et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu comment en travaillant sur ces formes matérielles que sont le paysage, l'architecture et aussi les lieux de vie, on peut amener à questionner un petit peu cette question du patrimoine et comment on peut en faire une dynamique territoriale, comment on peut redonner comme ça aussi une dynamique territoriale
en intervenant sur ces choses-là. Et donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est finalement le patrimoine architectural, c'est une chose. Et comme l'a dit tout à l'heure Patrick, c'est qu'à un moment, ce patrimoine architectural, il doit pouvoir être capable de s'adapter aux besoins, à nos besoins actuels et aux besoins de demain, quoi. Donc ça peut être par exemple le confort thermique ou le confort, la lumière, quoi, voilà. Donc ça passe par plein de choses. Donc le mot sauvegarder devient le mot adapter, quoi, ici finalement. Donc on est plutôt dans une autre démarche, celle qu'à un moment se dire j'ai conscience que je vis dans un territoire avec une certaine identité, maintenant je dois aussi être capable à la fois de pouvoir mettre en place des choses qui vont me permettre de le sauvegarder et en même temps capable de le comprendre pour pouvoir l'adapter et le rendre efficace par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, la question qui est centrale là-dedans, c'est la question de l'utilité, quoi. C'est-à-dire que si à un moment un bâtiment n'est pas utile, d'ailleurs comme toute chose, elle est vouée à disparaître. Je prends un exemple qui du coup revient aujourd'hui au goût du jour, mais toutes les industries textiles qui font partie de notre patrimoine architectural, pendant très longtemps, on les appelle d'ailleurs aujourd'hui des friches, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à un moment, pendant très longtemps, elles n'ont plus été utilisées et du coup voilà, le patrimoine périt. Et pourquoi ce patrimoine périt? C'est parce qu'à un moment, ce patrimoine architectural, ce bâtiment, n'a pas été capable, ou on ne lui a pas donné la capacité de pouvoir s'adapter à des nouveaux enjeux, à des nouveaux usages. Finalement, il n'a plus d'utilité, donc on le met de côté. Et donc, la question donc, que je me pose, donc ça c'est une méthodologie que je vais vous expliquer très brièvement, que j'ai développée dans mon mémoire. C'est un moment se dire, donc on voit ici, donc la ligne tout en haut, vraiment on va se concentrer sur cette partie du haut. Donc l'idée c'est qu'à un moment questionner à la fois l'usage et le paysage, ça peut nous permettre de fabriquer ce qu'on va appeler un récit commun. Le récit commun, il va contenir un programme d'action qui lui va plutôt parler d'utilité, d'enjeux, de fonction. Et alors de l'autre côté, ce que j'appelle les lignes de force. Les lignes de force, ça va être les éléments qui structurent le territoire, les éléments paysagers notamment, mais aussi tous ces marqueurs. Et ces marqueurs, c'est le patrimoine architectural. Donc à un moment, c'est de se dire, dans la réflexion qu'on va avoir sur les projets futurs du territoire, on va intégrer ces données-là. Et ça, normalement, c'est censé nous permettre de fabriquer des projets qui vont être cohérents et qui vont être efficients comme ça pour l'avenir. Et donc, c'est ce que je disais, on se concentre voilà, donc, sur les usages et qui vont nous donner des actions et le paysage. Et donc, suite à ça, il a fallu que je choisisse un site de projet, parce que je le répète, c'était un projet d'architecture avec une base théorique. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de toute pièce, de continuer, pas forcément de rénover, mais en tout cas de pratiquer un acte architectural à côté ou sur un bâtiment qui existait déjà. Donc plutôt dans l'idée d'améliorer les fonctions d'un bâtiment qui existe déjà. Et alors j'ai pas fait mon choix au hasard, j'ai pris un estaminet qui est pour moi du coup un petit peu le centre de ces trucs-là, de toutes les questions du patrimoine, dans le sens où on parle d'une typologie de l'habitat flamand, on parle d'un lieu de vie, donc quelque chose qui va permettre la rencontre et l'échange, et on parle aussi d'un patrimoine culturel. Parce que l'estaminet, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture. Et donc voilà. Donc sans trop rentrer dans le détail, si vous voulez plus de détails sur cette question d'estaminet, vous pourrez voir mon mémoire ou alors lire en ligne, mais là je vais balayer un petit peu tout ça pour en arriver à la fin, ce qu'on peut en faire. Et donc,
cette question donc, de l'estaminet, la première chose, donc c'est cette description du paysage. Donc cette description du paysage, elle nécessite une autre approche, pas seulement celle de l'élément architectural, mais à un moment de pouvoir le voir dans une échelle beaucoup plus globale et de pouvoir soit partir d'un territoire, donc comme on voit la première photo, première image aérienne, là on est plutôt sur l'échelle du Westhoek, et puis ensuite on va comme ça grossir les échelles jusqu'à l'élément architectural pour pouvoir un peu comprendre quels sont les éléments structurants du paysage et aussi les enjeux qui se passent dans ce territoire-là. Et donc l'idée, là je passe aussi rapidement, mais l'idée c'est à un moment de pouvoir analyser chaque échelle et pouvoir en retirer les choses qui vont me permettre de construire un discours de projet, de construire un discours aussi sur le territoire et ce qui est important, ce qui est structurant pour ça, et puis aussi un discours par rapport aux enjeux de ce territoire. Et pouvoir, sans oublier l'histoire, qui est aussi une autre dimension d'analyse, pouvoir à un moment comprendre aussi comment il fonctionne actuellement. Et donc cet état des lieux, on le fait comme ça par une décomposition des éléments cartographiques. Donc j'ai décidé, moi, de le faire d'abord la photo du bas par l'hydrographie et le relief, puis ensuite les structures plutôt liées à l'agriculture, parce qu'on est quand même dans un territoire où l'agriculture est présente partout, et d'ailleurs la typologie de l'habitat rural flamand, beaucoup de ces composantes architecturales viennent de l'utilité agricole, de la fonction agricole. Et puis ensuite, il s'agissait aussi de voir un petit peu quelles étaient les grandes composantes urbanistiques, donc les villes à un moment, puisque le territoire c'est aussi les villes, quoi, et le réseau viaire. Et ensuite, à chaque fois, le dernier calque, c'est un petit peu ce qu'on va à la fois retenir et en même temps tous ces éléments beaucoup plus historiques, ce qu'on va appeler les marqueurs de territoire, qui vont vraiment être ces choses qui sont, comme je disais, plutôt issues de l'histoire, mais qu'on va devoir garder, qu'on va devoir prendre en considération, et qui ne sont pas un état actuel des choses, quoi. C'est plutôt des choses, des symboliques comme ça, qui fabriquent l'identité. Et donc voilà, l'idée, c'est à chaque fois donc, de grossir, jusque finalement aller jusqu'au bâtiment, quoi, le bâtiment lui-même. Et alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque échelle différente, on va découvrir des éléments du paysage différents, et parfois même, on va découvrir des éléments du paysage qui vont se retrouver quasiment à toutes les échelles. Et je parle notamment des monts de Flandre, donc on situe peut-être un peu moins sur cette échelle-ci, mais là, bon, c'est évident qu'ils sont ici, mais en relief. Et puis ensuite, cette question du relief, elle est présente à chaque échelle du projet, jusqu'à finalement cette échelle-ci, l'échelle du projet même, parce qu'il se trouve que ce projet est sur un plateau et qu'il offre une vue sur les monts. Et donc là, on se retrouve avec non seulement des potentialités pour faire un projet, potentialités pour valoriser un paysage, et d'ailleurs c'est tout. Voilà. Et donc, voilà, donc là ici on a un élément qui est plutôt structurant sur les échelles du territoire, et puis en fait plus on va aller vers la plus petite échelle, l'échelle du bâti, plus on va découvrir d'autres éléments. Donc par exemple quelque chose qui ne se voit pas du tout à l'échelle du territoire, c'est on voit quand même qu'à certains endroits il y a encore des structures bocagères qui sont encore présentes. Donc on le voit quand même ici, sur cette image-ci, en bas à gauche, que voilà, il y a encore les traces comme ça du passé, et que c'est comme on disait, ce sont des choses dont il faut prendre conscience dans la conception d'un projet, parce que ce sont des choses qui ont toute leur importance, qui sont encore là, et il faut pouvoir les préserver. Et donc on va effectivement, je passe mais jusqu'à la décomposition du patrimoine architectural. Donc ça on en a déjà beaucoup parlé.
pareil, je m'attarde moins dessus, mais voilà, on est sur très brièvement un bâtiment qui était certainement avant la guerre, parce qu'il a été détruit, certainement une ancienne grange de ferme, ou alors une habitation, puis une grange à côté. Et puis ensuite, la guerre a fait que tout a été détruit, et cette chose, il restait une partie du soubassement, on voit encore un petit peu les lignes tout en bas de l'ancien mur, quoi. Et on a reconstruit quelque chose par-dessus, sur cette base-là, et alors ce bâtiment est devenu, et ça l'est depuis 1800... non, ça l'est depuis... je sais pas. Depuis 1000... j'ai vu. Mais c'est devenu, en tout cas, ça a été un cabaret, même avant la guerre, en fait. C'était un cabaret, et puis c'était un café, plus un commerce de frontières. Parce qu'il se trouve que ce site aussi, ce site de projet se trouve sur une ancienne zone de commerce transfrontalière, comme le Mont-Noir en fait. Il faut s'imaginer qu'avant, le Mont-Noir ça n'existait pas et que cette zone-là, il y avait un petit groupement bâti comme ça, et en fait toutes les maisons qui étaient là, c'était des commerces liés à des cafés. Donc c'est quelque chose qui est typique des commerces de frontières, et qui plus est, c'est un patrimoine aussi, quoi. Et donc on retrouve comme ça cette typologie d'habitat qui est aussi, cette typologie de construction qui est aussi particulière, parce qu'elle abrite une autre fonction aussi que celle de l'habitat, quoi. Et donc ça c'est pareil, c'est une autre approche que je décide que j'ai mis en place moi dans ma démarche, et là je trouve aussi qu'elle est intéressante dans le sens où je suis pas obligée de la faire toute seule, ça peut se faire avec d'autres gens. Ça peut se faire dans le cadre d'un projet. C'est un moment la balade et l'idée de... moi je faisais des croquis, quoi, évidemment. Et donc ici ça permet de mettre en valeur la séquence, ce qu'on appelle la séquence d'approche du projet. Et alors là, on va retrouver des éléments très particuliers du paysage des Flandres sur un peu toutes les images. Donc la première, on voit effectivement cette structure avec la haie, puis une petite bordure végétale avec la route. Et ensuite on passe à l'image suivante, et au détour d'un virage, qu'est-ce qu'on voit là-bas dans le fond? C'est le mont Kemmel. Donc pareil, le mont est visible comme ça, à travers la balade, comme ça, autour d'un virage finalement, au détour d'un virage, on peut comme ça avoir une vue hyper lointaine sur un paysage. Et ça fait partie des particularités de notre paysage, parce que le relief n'est pas partout, et du coup on est capable de voir très loin. Et donc ensuite on reprend, donc ici pareil, hein, on revoit cette haie et toutes d'autres structures végétales, et ensuite on passe à celle du dessous. Ça c'est une autre particularité aussi du paysage des Monts de Flandre. C'est cette question du clair-obscur. Alors le clair-obscur, c'est plutôt quelque chose qui est issu de la peinture flamande. Et donc, parce que le paysage, les premiers paysagistes flamands, finalement, c'était des peintres. Et donc eux, ils utilisaient comme ça vachement cette technique du clair-obscur dans leur peinture. Alors le clair-obscur, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on va passer dans un chemin, il y aura une structure végétale qui va faire que l'endroit sera plus sombre, et ensuite on va passer cette structure, et là on va retomber sur quelque chose qui va être dégagé. Et ça c'est particulier à notre paysage, quoi. Et donc voilà, ce clair-obscur, et là pareil, revirage, et là tout au fond, pareil, ils se voient peut-être un peu moins sur le croquis, mais pareil, on retombe sur une vue très directe, comme ça, sur le mont Kemmel. Donc voilà, c'est à un moment, c'est pouvoir aussi appréhender par vous-même cette question du paysage. Moi, j'ai décidé de le faire toute seule, alors évidemment, je connais quelque chose, parce que j'ai lu des bouquins et que j'ai fait des recherches là-dessus, sur le paysage des Monts de Flandre et aussi sur l'architecture, mais je pense que c'est quelque chose qui
peut être vraiment un moyen très simple, juste le fait de se balader, de pouvoir se rendre compte à un moment qu'on vit dans un paysage qu'il faut conserver parce qu'il est très beau et il a beaucoup de... finalement, il a de la valeur par ces choses-là, quoi. Et donc pareil, là donc ça c'est un autre médium, hein, la photographie. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée une première fois sur le site, un petit peu plus haut que le site. Il se trouve qu'à cet endroit-là, c'est l'endroit où la frontière passe. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais il se trouve qu'il y a 2 arbres comme ça qui sont très grands. Là, il n'y a pas d'échelle, mais en vrai, ces arbres sont très grands. Et ils fabriquent un espèce de cadrage comme ça sur les monts. Et finalement, en tournant la tête, on a comme ça des points de vue qui sont vraiment chouettes, quoi. Et il faut pouvoir, je pense, sensibiliser les gens à ces choses-là, sans qu'on soit obligé forcément d'intervenir sur des paysages. Et donc cette double photo, c'est donc une première photo en hiver et une deuxième en été. Et alors on voit que les ambiances aussi de notre région, dues au climat aussi très humide, font qu'on a des couleurs totalement différentes d'une saison à l'autre. Et alors ça c'est la deuxième chose. Donc là je repars vraiment sur la question du patrimoine bâti et de son usage. Donc à un moment, dans le projet que je voulais faire, il a fallu, j'ai décidé de questionner l'usage. Et alors, qui savait mieux me répondre que la personne qui travaille dans cet estaminet. Et donc j'ai été interroger le gérant de cet estaminet. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est le Barbier, entre Bailleul et Dranoutre. Et donc, je lui ai posé des questions, évidemment, et là, ce qu'on voit, c'est un petit peu la synthèse, le tri de toutes les remarques que j'ai pu faire. Donc, si je prends quelques exemples, le jardin n'est pas utilisé, par exemple. Là, il dit aussi, la chambre froide de ce bâtiment-là, elle est à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire que quand on veut accéder à la chambre froide, qu'il pleuve, qu'il vente, on traverse le jardin. Je ne sais pas si c'est totalement aux normes non plus de faire ça vis-à-vis des HCR. Et puis en fait, donc voilà, ce genre de remarques-là, atouts ou déficits, parce que c'est comme ça qu'on les classe, va permettre de donner des pistes d'amélioration à un bâtiment. Et du coup, ces pistes d'amélioration, j'aurais pas pu les trouver toutes seules, quoi. Donc c'est toujours dans l'idée de pouvoir lui donner plus d'efficacité et pouvoir lui procurer un usage plus simple et une fonction peut-être plus lisible aussi. Et donc voilà, de ce projet-là, comme je disais, on tire des grands enjeux, quoi. De cette étude-là, on va venir tirer des grands enjeux qui vont nous permettre de fabriquer un projet. Donc ici, j'en ai pris 4. Donc faire découvrir le paysage du Westhoek transfrontalier, c'est le premier enjeu. Deuxième, ce serait valoriser les lieux de vie du Westhoek transfrontalier, d'où l'intervention sur un estaminet. La troisième, donc celle en dessous, plutôt liée au vélo. C'est parce que je fais du vélo que j'ai aussi décidé de faire ça, et parce que je trouve que malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo dans notre région, on manque cruellement d'infrastructures pour pouvoir le faire. Et donc ça fabrique comme ça un troisième enjeu. Et alors, qui plus est, valoriser le déplacement à vélo, oui, mais pas que pour aller au boulot, aussi pour le tourisme. Parce que le vélo, c'est quand même un excellent moyen de pouvoir découvrir un paysage. Qu'à un moment, pouvoir aussi développer des structures qui sont liées au vélo, c'est favoriser le fait de pratiquer le vélo, le tourisme du vélo, et donc augmenter, encore une fois, une dynamique territoriale. Et donc la dernière, ce serait créer des espaces qui favorisent les rencontres et les échanges. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tiers-lieux. Je pense qu'ici, on est dans ce genre de lieu. Donc c'est pouvoir créer à un moment des espaces qui sont capables d'accueillir les gens
et d'accueillir toutes, comment dire, les associations et les merdes. J'ai plus le mot. Des expressions. Ouais. Des expressions. Ouais, expressions, c'est bien. Merci. Et donc ça c'est le premier projet que j'ai dessiné. Alors le premier projet que j'ai dessiné, je l'ai dessiné avant de faire cette méthode, avant d'avoir ce bagage-là, avant d'avoir cette lecture du paysage. Et donc cette lecture du paysage et de l'architecture, elle m'a permis, moi, de pouvoir réévaluer mon travail. Là, à première vue, même s'il est très bien dessiné, merci, je trouve qu'il est beaucoup trop invasif et qu'il s'intègre pas tellement. Et que par rapport à tout ce que je viens vous dénoncer, on a un petit problème du respect de ce patrimoine, on va dire. Et donc, comment j'ai procédé? Simplement, j'ai repris mon plan et je suis revenue à poser des remarques dessus par rapport à ce que j'avais fait. Donc ce projet initial, je vous montre peut-être cette photo qui est plus parlante. L'idée c'était vraiment de faire une extension donc, du barbier, donc à la fois une extension de la cuisine pour la rendre effectivement plus fonctionnelle et aussi de pouvoir créer des espaces extérieurs qui pouvaient éventuellement accueillir des manifestations, je sais pas, des expos, des expositions à l'extérieur, où je sais que le Barbier, ils font des projections de cinéma tous les mois, et donc l'idée à un moment c'était aussi de pouvoir leur fournir ce type d'espace, pourquoi pas à l'extérieur, où ils pouvaient pratiquer, où ils pouvaient installer ce genre d'événement. Donc on était quand même sur une même base de projet, dans l'idée de créer quand même des espaces partagés. Mais disons que l'intervention, je suis plus vraiment d'accord avec, quoi. Et donc, moi, avec les remarques que j'ai pu avoir, les avis que j'ai pu avoir en interrogeant Thierry, donc le gérant du Barbier, plus mes recherches et ma nouvelle lecture du paysage, j'ai pu donc apposer ces remarques et créer des nouvelles intentions de projet. Alors, là, si je vous lis, c'est ce que Patrick, par exemple, disait, la question de la lumière. Donc l'idée, c'était déjà de base de vouloir réactiver le grenier, réaménager le grenier, en tout cas le rendre utilisable, parce que pour l'instant, il n'est pas utilisé, et que c'est un espace quand même relativement grand, qui n'est pour l'instant pas utilisé, et du coup, donc ça, c'était une première opportunité de projet. Sauf que il n'y avait pas de lumière du tout dans ce volume. Et donc le premier truc, ce serait de dire, eh bien côté sud, là où en façade je ne vois pas, je vais créer des ouvertures pour apporter de la lumière dans le bâti. Bon, la deuxième, c'est plus programmatique, mais pourquoi pas imaginer une cellule, un petit endroit où on pourrait loger quelqu'un qui viendrait, admettons, faire une intervention. En tout cas, on est capable de pouvoir loger quelqu'un une nuit ou deux. Ou alors, je sais pas s'ils ont envie de faire un gîte, les propriétaires, ils peuvent. Et donc ça, c'était la première chose. Ensuite, cette idée d'extension de la cuisine, évidemment, on l'a gardée parce que elle était nécessaire, je pense. Mais seulement, elle est beaucoup plus petite. Et donc la troisième intervention qui est du coup devenue extérieure au bâti, c'est cette fameuse chambre froide que je n'utilise pas du tout, que j'enlève dans la version précédente. Cette chambre froide, en fait, on utilise la structure existante pour pouvoir recréer un volume, alors qui pour l'instant est extérieur. Donc avec un super cadrage aussi sur le Mont Camel, parce que c'est une des dernières photos que je vous montrais, c'est d'ici qu'on a le meilleur point de vue sur le mont. Donc je me dis, c'est quand même vachement dommage d'avoir cette vue-là, alors que l'Estaminet, il est plutôt tourné vers les autres monts. À un moment, je me dis, bon, on peut peut-être créer un cadrage comme ça sur le Mont Camel.
Et donc, ça c'est la deuxième intervention. C'est vraiment l'idée de le réhabiliter, mais très légèrement, mais en laissant quand même la possibilité d'un moment pouvoir l'isoler et en faire un espace intérieur, si on a envie. Mais pour l'instant, on dit c'est juste comme ça un lieu sympa où effectivement on peut se poser, pourquoi pas projeter les films comme c'était la volonté dans le précédent projet, ou alors des expositions, ou alors une halte pour des éventuels randonneurs qui voudraient juste s'abriter à un endroit par exemple. Donc c'est vraiment l'idée d'offrir comme ça des choses, des nouveaux usages, des nouvelles fonctions à un bâtiment, et en considérant, en essayant d'avoir une intervention bâtie architecturale un peu moindre, disons, le moins possible. Et alors la troisième intervention, c'est plutôt le travail du parking, parce que là il y avait zéro aménagement dessus, et alors dans cet aménagement, l'idée aussi c'était de faire un petit abri pour le vélo. Et donc voilà, en fait, quand on passe vraiment d'un projet comme celui-ci à un autre, bon c'est pas le même trait de crayon, mais si on compare, on voit que avant, quand on connaît pas, finalement, nous en tant qu'architectes, on arrive sur un terrain, si on s'intéresse pas à la question du paysage, de l'usage et du patrimoine en présence, on en vient finalement à avoir peut-être des interventions qui vont être trop présentes. Alors que quand on connaît, à un moment, on est capable aussi de pouvoir sélectionner les choses, de ne pas vouloir trop en faire finalement. Et donc voilà, on se retrouve ici, donc c'est le dessin, le croquis final, quoi. On se retrouve avec un projet qui arrive à répondre à ces 4 attentes, parce que valoriser le patrimoine, j'en parle avec ce cadrage-ci. J'en ai pas parlé non plus, mais en fait il se trouve qu'on parlait du réseau Point Nœud tout à l'heure, il passe juste devant. Donc on est déjà aussi, ça c'est une autre force du projet, c'est qu'à un moment on va pas aller se mettre n'importe où si on veut répondre à tel ou tel type de fonction. Pouvoir comprendre ce qui est là et ce qui se fait autour de nous, c'est le moyen d'intégrer ce qu'on fait dans un réseau, quoi. Et donc de lui apporter plus d'importance, quoi, de lui donner plus d'importance. La deuxième, donc, ce serait améliorer le cadre de vie. Bon bah là, par rapport à l'intervention précédente, je pense qu'on ne dénature pas trop le site. Et par la question de l'usage, finalement, on lui donne plus d'efficacité, donc j'arrive jusqu'à dire qu'on l'améliore. Et ensuite créer des espaces de rencontre, donc au-dessus, comme je le disais, le volume capable deviendrait un espace, un tiers-lieu, ou un espace pour les associations, par exemple. Et puis le dernier enjeu par rapport au vélo, donc là, c'est ce que je disais, créer peut-être à la fois quelque chose qui permettrait d'abriter des personnes en cas d'intempérie, et aussi commencer à poser comme ça des infrastructures pour le vélo. Et donc voilà, donc ça c'est la vraie utilité de pouvoir comprendre pour nous en tant que concepteurs, mais même pas que pour nous en fait, pour tout le monde, pouvoir simplement re-questionner les choses. Ça permet en fait de pouvoir re-questionner aussi ce qu'on fait, quoi. Et donc, moi je me posais la question, par exemple, là en fait on arrive quand même à relier quelque chose qui est une intervention assez contemporaine à un bâtiment qui fait partie du patrimoine. Et alors si je vous poussais le truc plus loin, je vous demande ce que vous pensez de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui est à côté du Cosmos, au Mont-Rouge. Vous en pensez quoi? Là, on aime bien. Qui aime bien? 1, 2, ouais, normal. Ok. Qui n'aime pas? Qui n'aime pas du tout? Moi, je trouve que ça marche. Je trouve que ça marche parce que malgré l'audace, on va dire, la chose, je trouve que ça s'intègre quand même assez bien dans le paysage. Alors,
pour plusieurs raisons. Déjà cette idée, à un moment, plutôt que de vouloir intervenir sur le bâti même, pouvoir se dire à un moment, est-ce que je peux pas faire quelque chose plutôt à côté. Donc déjà, pour cette raison-ci. Ensuite, je trouve que dans le choix du matériau, il n'est pas anodin, donc c'est de l'acier Corten. Les Belges, ils adorent l'acier Corten. L'acier Corten, c'est de l'acier qu'on a ferrouillé nous-mêmes, quoi. En gros. Et donc le choix de ce matériau, moi je trouve qu'il marche bien aussi parce que il est, le volume il est à peu près à hauteur de la toiture et il se trouve qu'on se retrouve dans les mêmes gammes de couleurs, quoi. Donc je trouve que ça marche aussi. L'autre raison aussi pour laquelle je trouve qu'il marche bien, c'est que ce volume, je trouve qu'il laisse passer la lumière et notamment sur la première photo, mis à part le cadre, on l'oublierait presque en fait. Et pourtant, on est quand même sur quelque chose qui est très contemporain, quoi. Donc voilà, en gros, moi, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que conserver le patrimoine, sauvegarder le patrimoine, c'est très très bien. Il faut le faire. Mais qu'à un moment, c'est pas pour ça qu'on doit s'interdire des choses et des interventions, nous, en tant qu'architectes et même vous, sur vos maisons. Mais par contre, tout ça demande effectivement de pouvoir comprendre ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bah merci. Juste une petite question pour finir, Léa. On a vu que tu as jonglé, et on en parlait aussi tout à l'heure d'ailleurs avec le côté bon sens sur l'architecture. On a l'impression qu'on jongle sur l'architecture flamande entre le côté pratique et l'ancrage esthétique. C'est-à-dire que ce qui nous semble aujourd'hui des choses qu'on défend et que l'association Isère défend, l'aspect esthétique, on parlait des toits, des chaumières, du torchis. C'était aussi au départ ce qu'on fait maintenant de beau, esthétique, c'était quelque chose qui était simplement pratique et qui était à proximité. Et toi, quel regard tu portes là-dessus, justement sur ce côté, enfin tu l'as un peu dit, du coup, de ne pas s'interdire d'eux, c'est-à-dire de conserver l'esthétique, mais pas oublier qu'on vit plus comme on vivait il y a 100 ou 150 ans, quoi. En gros, moi, ce que je pense, c'est que l'architecture flamande, comme on dit, elle est hyper pragmatique. Elle était hyper pragmatique. Toutes les choses étaient là. Parce qu'il y avait à un moment une utilité à ce qu'elle soit là, par rapport au climat ou par rapport aux besoins qu'on avait. Donc, c'était beaucoup de l'architecture liée à l'agriculture, déjà. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement conserver ce patrimoine, en tout cas l'architecture flamande. Si à un moment elle est née parce qu'elle était pragmatique, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas rester l'architecture flamande si elle continue d'être pragmatique, quoi. Si on voit le truc de ce point de vue-là, moi je pense la question de l'esthétique finalement, c'est pareil en architecture en fait. Si je commence à faire de l'esthétique pour de l'esthétique, ça n'a pas de sens non plus, quoi. Donc à un moment, chercher à garder les choses par pure esthétique, je pense que ce n'est pas non plus quelque chose qui a du sens si on le fait sur tout, quoi. L'idée, c'est pas de vivre dans un territoire qui serait le musée de l'histoire de la Flandre. Oui, mais les Flamands, pour se dire à la maison, pas simplement d'une manière esthétique, c'était surtout du côté pratique. Même l'agencement de la maison, on parle par exemple, en ce qui concerne rien que le chauffage de la maison, l'implantation de la maison sur le terrain vis-à-vis du soleil, le chauffage des pièces, disons des chambres par rapport aux salles qui étaient chauffées dans la journée pour récupérer le chauffage, etc. Tout ça, ça a donné une certaine esthétique à la maison. Et non, les gens ont démoli les chambres hautes, ils construisent un peu n'importe comment vis-à-vis de la position du soleil, etc. On va faire la recherche de l'eau.
pour mettre les pompes à eau. Donc les Flamands, leur maison, ils essayaient de les construire pour en avoir un certain confort. Et systématiquement, l'esthétique, chaque peuple a son esthétique de maison pour la planète. Bah oui, en fait, c'est ce que je dis, hein, je pense. Donc il suffit qu'il y ait un problème comme aujourd'hui de fourniture de chauffage, je pense au gaz, pour qu'on va bientôt devoir remettre en activité nos poêles à charbon et nos feux de bois. Donc là, l'avenir, c'est plutôt un retour au passé. Mais on est parti pour ça malheureusement, en tous les cas à court terme. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Moi je vais ouvrir ma cheminée, hein. Obligatoirement. Donc on a l'esthétique de la maison, les panneaux solaires par exemple, c'est pas tellement esthétique. Et maintenant on voit dans des panneaux solaires fleurir sur toutes les maisons du village, que ce soit les habitations isolées ou dans les bouts. Hein, si on voulait retrouver un esthétique au niveau des maisons de Vauchequet, il faudrait raser la moitié du village, faire construire. À la flamande. Voilà. Il y en a qui s'en occupent, des gens. Juste en conclusion, il va y avoir un autre problème à celui que vous venez d'ajouter, c'est que maintenant on n'aura plus le droit de construire. Il n'y aura plus. On n'aura plus le droit de construire. Nous, déjà, Herzl, on a atteint notre quota. Ah oui. Aujourd'hui, le gouvernement dit on a pris trop de terres agricoles, on ne construit plus. Donc on va rejoindre ce que tu viens de dire, Léa. On va se retrouver avec des bâtiments comme ici où effectivement on a réhabilité. Et nous, on est en train de travailler là, avec toute notre équipe sur la réhabilitation des granges. Quand on voit le nombre de granges qui en ce moment souffrent avec les dernières tempêtes, ce qui va se passer, on a des réflexions sur le fait de se dire finalement quand on analyse un peu ce qui se passe dans un couple fermier, les fermiers sont à la retraite, le jeune construit à côté, le fermier reste là, il voit sa grange qui lui, c'est tout son passé, qui aujourd'hui devient une contrainte des revenus. Donc on est en train de réfléchir là-dessus, en train de se dire pourquoi ne pas les transformer effectivement en logement, avec tout ce qu'on vient de dire hein, sur l'environnement, sur autre chose, et de façon à pouvoir effectivement réhabiliter tous ces bâtiments. Le seul problème, c'est qu'il faut se dépêcher parce que la majorité de surtout les disparaît. Ouais. C'est ça le gros problème. Oui. Parce qu'elles n'ont plus d'utilité. Et donc, c'est-à-dire. Tout à l'heure, la jeune fille, elle a dit un gros mot. Elle a prononcé le mot de normes. Qui édicte les normes? Les Flamands ou les Parigots? Si les Flamands doivent édicter les normes, bon ben, s'ils ont une sensibilité flamande, identitaire, bon, ça sera positif pour la région. Si ce sont des Parisiens, ils ne savent même pas qu'on existe alors. Déjà, c'est une France vient de Nice. C'est peut-être pas celui actuellement, mais il y a quelques années. Moi, personnellement, j'ai peur. On nous a choisi la couleur de mon volet. Je n'ai jamais appliqué, mais enfin. Je vous propose de conclure autour d'un autre élément fondamental de notre patrimoine, la bière, et d'en discuter tous ensemble. Et de voilà, alors n'hésitez pas. Allez-y. Première, pour ceux qui, je crois qu'il y en a beaucoup hélas qui payent des impôts, si vous prenez ça et que vous cochez la case 100 €, ça ne vous coûtera que 33. Parce que l'État fait C'est la norme. une réduction d'impôts. C'est le mémorial canadien qu'on est en train de restaurer. Et ce mémorial, il est fait par des bénévoles de l'association Godwarsveld Histoire et Patrimoine. Nous sommes au moins 4 ici. Voilà. Donc c'est quelque chose qui avance bien. Sur les murs de l'abbaye du Mont-des-Cas, d'ailleurs, il y a un très beau reportage de France Télévisions sur le sujet. Je sais pas qui faisait la télé, mais c'est très pour bien. donner une illustration un petit peu de ce que nous venons de voir, nous faisons au musée de la ville frontalière de Godwarsveld actuellement une exposition sur des chaumières. Et les photos qui sont, il y a entre 20 et 25 photos qui sont exposées
ce sont des agrandissements de plaques photos qui datent d'il y a exactement un siècle. Les photos ont été prises en 1920, entre 1918 et 1922, et on a réussi avec ces plaques photos à faire des agrandissements. Et on est tout à fait dans ce que Léa disait, c'est-à-dire que sur 4-5 de ces photos, il y a une perspective derrière, on voit le mont, on voit l'abbaye, parce qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas un seul arbre sur le mont des Cas. Et là, donc ça donne une perspective. On voit aussi ce que tu disais, c'est-à-dire des barrières qui étaient faites avec des troncs d'arbres. Il y a quelques très belles photos. Les barils. Voilà. Et puis l'entrée est vraiment pas chère, donc n'hésitez pas. Elle est même gratuite pour ceux qui habitent. Pour ceux qui habitent. J'emmène à Jacques Haute-Versel, je viendrai gratuitement. Alors. Merci en tout cas, et on peut peut-être applaudir nos 3 intervenants du soir.